Camille était assise sur un banc dans le jardin de l'hôpital, incapable de retenir ses larmes. C'était avril, la période enchanteresse de l'année avec les feuilles nouvellement bourgeonnées, le doux soleil et une brise agréable qui transportait les parfums de la terre chaude. Toujours amoureuse du printemps, Camille devrait profiter du beau temps et faire des projets pour l'été. Pourtant, elle était là, près de l'hôpital, en train de pleurer. Heureusement, elle était seule, ce qui lui permettait d'exprimer librement ses émotions. Son mari bien-aimé, Hugo, était aux soins intensifs. À peine 6 mois plus tôt, il était robuste et en bonne santé comme un roc. Avec lui à ses côtés, chaque problème semblait insignifiant. Hugo lui a toujours apporté sa sécurité, lui a réconforté dans les moments tristes et a toujours trouvé les bons mots d'encouragement. Même maintenant, allongé sur le lit d'hôpital, il essayait de soutenir Camille. « Nous allons nous en sortir », dit-il lorsqu'il réalisa que sa femme était sur le point de pleurer. Camille a essayé d'être forte. Elle ne voulait pas qu'Hugo gaspille son énergie à la réconforter, mais il comprenait ses sentiments. « Nous allons nous en sortir », dit-il, même si Camille savait la vérité. Hugo ne connaissait que vaguement les détails de son diagnostic, mais Camille était en contact permanent avec le docteur Martin, son médecin. Ses parents ont utilisé toute leur relation pour assurer le meilleur traitement à Hugo, et pendant un moment, il a semblé que le pire était passé. Cependant, même les meilleurs médecins ne font pas de miracles, et Hugo avait besoin d'un miracle. C'était pénible de voir son mari pâle et fatigué, avec de profonds cernes sous les yeux, une voix faible et un état qui empirait de jour en jour. Au départ, Camille espérait que tout s'arrangerait. « Préparez-vous », a déclaré le docteur Martin il y a quelques jours. La maladie progresse rapidement. La thérapie de soutien devient moins efficace, les signes vitaux se détériorent et il n'y a toujours pas de réponse de la part du pool de donneurs. Les listes d'attente sont énormes. Hugo n'était jamais allé beaucoup chez le médecin auparavant. Il a toujours été en bonne santé depuis qu'il est enfant et tombe rarement malade. Il était grand, athlétique, fort et résistant. Camille, en le regardant avec ses épais cheveux blonds, son large sourire, ses dents blanches et sa belle peau claire, pensait souvent aux merveilleux enfants qu'ils auraient ensemble. Il avait une bonne génétique, même s'il n'avait jamais rencontré ses parents. Il a grandi dans un orphelinat. Lorsqu'il fut en âge de poser des questions sur son passé, les soignants l'ont d'abord induit en erreur, mais finalement une infirmière l'a remis d'accord. Il apprend que sa mère, une femme grande et autrefois belle, l'a abandonné à la maternité. Elle était alcoolique, avait plusieurs jeunes enfants et n'avait pas de mari. Elle a donc décidé qu'elle ne pouvait pas se permettre un autre enfant et l'a laissé là, espérant que c'était le mieux qu'elle puisse faire pour lui. Hugo n'a jamais été adopté et a grandi dans un orphelinat. Il racontait parfois à Camille son enfance, sans jamais se sentir mal dans sa peau ni se plaindre de son sort. Ce n'était pas dans sa nature. Il préférait voir la vie avec optimisme. Pourtant, Camille savait que son bien-aimé avait eu une enfance difficile. Les petits détails de leurs histoires révélaient les difficultés, comme les rares friandises partagées entre tous les enfants de l'orphelinat ou les mauvais traitements infligés par les soignants. Bien qu'il ait grandi dans cet environnement, Hugo est devenu la personne la plus gentille et la plus sensible que Camille ait jamais rencontrée. Ils se sont rencontrés quand Camille était à l'université. Elle et ses amis ont décidé de célébrer la fin d'une session d'examen dans un bar pour se détendre et s'amuser après des études intenses. Camille était ce jour-là radieuse, consciente de sa présence captivante, comme en témoignent les regards admiratifs qu'elle recevait. L'ambiance était animée, avec des danses, des rires et des conversations joviales, ainsi que des rencontres fortuites avec de nouvelles connaissances. Alors que certains camarades de classe de Camille étaient invités à danser, les expériences de Camille étaient mitigées. Le premier homme qui s'approcha d'elle, peu attrayant et visiblement plus âgé, fut poliment refusé par Camille. Après lui, un jeune homme arrogant dont l'invitation à danser ressemblait plus à de la condescendance qu'à un geste d'intérêt. Préférant la compagnie de ses amis à ses avances non désirées, Camille restait avec elle, même si elle ne pouvait nier un certain plaisir à l'attention masculine. Alors que la nuit touchait à sa fin, Camille, momentanément seule à table, fut abordée par Hugo.
Sa tenue décontractée, un t-shirt gris, un jean usé et des baskets, contrastaient avec ses cheveux blonds en désordre et bien entretenus et ses yeux verts saisissants. Son sourire charmant, plus teinté de timidité, provoqua une attirance immédiate chez Camille. Elle le salua avec un sourire, l'invitant à s'asseoir. « Puis-je » demanda-t-il en s'asseyant déjà en face d'elle. « Bien sûr », répondit Camille avec un sourire inébranlable. Camille, ignorant les jeux de flirt typiques, trouvait la sincérité de Hugo rafraîchissante. Son aura était unique et elle appréciait sa compagnie sans réserve. « Je m'appelle Hugo, puis-je connaître le vôtre ?» Il a commencé par entamer une conversation qui s'est déroulée avec aisance et familiarité. « Camille », répondit-elle, son honnêteté évidente. Leur dialogue était fluide, sans gêne ni tension, comme s'il existait entre eux un lien de longue date. Sur une mélodie lente, Hugo lança une invitation à danser. Il était attentif et respectueux, sa présence rayonnait de chaleur et de force, créant un cocon de confort pour Camille. Dans ses bras, elle se sentait valorisée et élégante, suivant ses traces sans effort. Même si elle connaissait peu de choses sur le parcours et la profession d'Hugo, Camille ressentait sa fiabilité et sa gentillesse. Son départ pour aider une amie, avec une promesse de revenir et une demande d'attendre, a laissé Camille impatiente de son retour, espérant que leur nouvelle relation continuerait à se développer. Tandis que les amis de Camille se livraient à des conversations animées tout au long de la nuit, son esprit restait fixé sur Hugo. Son absence jetait sur elle une ombre de nostalgie et de déception. Alors que le temps passait sans qu'il revienne, Camille oscillait entre inquiétude et frustration, soupçonnant qu'il aurait pu faire confiance à quelqu'un d'autre. Le manque d'échange de coordonnées et les promesses tacites n'ont pas réussi à calmer son cœur anxieux. « Votre admirateur a-t-il disparu ?» a demandé Julia avec de l'empathie dans la voix en remarquant la mélancolie dans les yeux de Camille. « Vous l'aimiez bien, n'est-ce pas ?» Camille cachait ses sentiments avec une réponse nonchalante. « Non, il n'avait rien de spécial, juste un autre gars. » Isabelle, se souvenant de l'indifférence feinte de Camille, lui dit « Ok, il y en a bien d'autres, mais tu es unique. Allons au bar des Champs-Élysées, ça se termine ici, mais la vraie fête ne fait que commencer. » Isabelle, l'animatrice de nuit expérimentée du groupe, propose une nouvelle destination et l'idée est accueillie avec enthousiasme par tout le monde sauf Camille qui garde encore un petit espoir que Hugo revienne. À contre-séhure, elle accepta, ne voulant pas décourager ses amis ni les abandonner. En arrivant au bar, la première personne que Camille a vue, à sa grande surprise, était Hugo. Sa présence inattendue semblait presque irréelle. « Comment nous avez-vous trouvés ?» demande Isabelle, au charisme vibrant. Hugo a expliqué ses efforts pour les retrouver, révélant un niveau de dévouement qui a profondément touché Camille. C'était un geste tout droit sorti d'un film romantique, quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu auparavant. « Alors, tu nous rejoins au bar ?» demanda Isabelle, cherchant des éclaircissements. Le regard de Hugo se tourna vers Camille, cherchant silencieusement sa préférence. « Allons plutôt faire un tour », suggéra Camille d'une voix douce, plus ferme. « Comme tu préfères », dit Julia, la voix de la responsabilité dans le groupe. Camille et Hugo ont déambulé main dans la main dans le paysage nocturne de la ville, la conversation se déroulant naturellement, ponctuée parfois de silences confortables. Alors qu'ils approchaient de la maison de Camille, le baiser d'Hugo la laissa abasourdie, point culminant de son désir contenu. Son hésitation était évidente, comme s'il risquait d'avancer trop vite ou de la submerger, mais à cet instant toutes les réserves semblaient fondre sous le ciel étoilé. Ils ont commencé à sortir ensemble. Certaines expériences de la vie d'Hugo l'ont d'abord surprise, mais le fait qu'il ait grandi sans paix l'a rendu plus fort. Hugo a compris que son seul espoir était dans l'éducation, ses professeurs l'ont aidé et guidé, lui accordant une attention particulière. Il était particulièrement reconnaissant envers son professeur de physique et rêvait de devenir riche et célèbre pour lui rendre un jour sa gentillesse. Grâce à ses excellentes notes, Hugo entre facilement dans un collège prestigieux et s'impose rapidement comme l'un des meilleurs étudiants. Pendant cette période, il a également commencé à effectuer un travail sporadique. Même si elle avait le même âge que Camille,
ses expériences de vie et ses connaissances à ce sujet lui faisaient paraître plus mature. Camille, toujours soutenue financièrement par ses parents, se sentait comme une fille à ses côtés. Hugo, doux et sensible, avait soif d'amour et d'acceptation. Camille s'en est rendu compte, il avait perdu l'attention dans son enfance et valorisait désormais les sentiments sincères et la gentillesse. Elle était reconnaissante d'avoir eu cette rencontre fortuite au bar. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Camille a été agréablement surprise par la demande en mariage d'Hugo. Leur relation s'était déjà épanouie grâce à l'acceptation chaleureuse de leur famille. Sa mère exprimait souvent son affection pour Hugo, comprenant son passé difficile et espérant son avenir radieux. Un jeune homme si beau et si bon, avec un destin difficile, a-t-elle déclaré, optimiste quant à son bien-être. Le père de Camille considérait Hugo comme un individu mature et déterminé. Ce n'est pas seulement un garçon, mais un vrai homme, jeune mais avec des ambitions claires, destiné à de grandes choses. Leur mariage, financé par les économies prudentes de Hugo, fut un événement splendide. Les jeunes mariés ont commencé leur vie ensemble dans l'appartement de Hugo. Camille, abritée et inexpérimentée dans les responsabilités domestiques, fut reçue avec patience et conseil par Hugo. Il assume de nombreuses responsabilités ménagères, démontrant son talent, dont Camille apprend avec enthousiasme. Elle avait grandi avec sa mère. Camille, qui maîtrise la cuisine depuis toujours, commence seulement maintenant à prendre conscience du plaisir créatif de cuisiner. Le soutien d'Hugo, même lorsque leur vie culinaire a échoué, témoigne de leur vie harmonieuse, pleine de rêves d'une maison plus grande, de voyages et d'une grande famille aimante. Hugo, qui a toujours aspiré à la chaleur de la famille, a plaisanté, « Cela vous dérangerait-il d'être mère de plusieurs, peut-être 5 ou 6 enfants ?» Camille a répondu en riant, « C'est très peu, je rêve d'un 10, tu peux nous gérer ?» « Je déplacerai des montagnes avec cette famille, » répondit Hugo avec détermination. Cependant, au fil des années, le rêve d'avoir un enfant ne s'est pas réalisé. Alors que les amis de Camille célébraient leur grossesse et leur maternité, elle ressentait un mélange de joie pour eux et un sentiment croissant de perte personnelle. Conscient de l'angoisse de Camille, Hugo lui propose un rendez-vous chez le médecin. Les résultats ont révélé que même si Hugo était en bonne santé, Camille était confrontée à d'importants problèmes de fertilité. Dévastée, elle trouva du réconfort dans l'étreinte réconfortante d'Hugo. Ne perdez pas espoir, encourage Hugo, le médecin mentionne Camille et toujours l'option de l'adoption. J'aspire à un enfant qui te ressemble, s'écria Camille. Pour moi, un enfant reste un enfant de toute façon, mais Hugo l'a rassurée, soulignant leur lien sur la biologie. Malgré sa résilience, le parcours de Camille a été une montagne russe d'espoir et de désespoir. Après 2 tentatives infructueuses, ils se sont préparés pour un autre tour, s'accrochant à l'espoir au milieu de la tourmente émotionnelle. La santé de Camille a souffert des procédures médicales interminables, mais elle était déterminée à atteindre son objectif. « Assez », dit doucement mais fermement Hugo un jour, après une nouvelle tentative ratée de Camille. « Que veux-tu dire par assez ?» Camille n'a pas compris. « Nous devons cesser de nuire à votre santé. »« Tu as besoin d'une pause dans tout ça », expliqua Hugo. « Comment ça ?» Camille était toujours confuse. « C'est simple, arrêtez de prendre ces médicaments. Vivons, profitons de la vie et des autres sans souci », a suggéré Hugo. Camille était également fatiguée des espoirs, des soucis, des procédures médicales et des tests sans fin. Et si on avait un enfant ? Avez-vous toujours rêvé d'une grande famille ? A-t-elle demandé. Je rêve plutôt d'une vie heureuse avec mon proche. Je veux que tu sois heureux, mais tu t'épuises avec tout ça. Il est temps d'arrêter, dit Hugo. Et du côté des enfants, Camille a persisté. On peut toujours adopter un enfant de l'orphelinat, répondit son mari. Mais je veux mes propres enfants, a lancé Camille. Qui sait d'où viennent ces enfants, lui rappela-t-elle. D'accord, si tu ne veux pas de l'enfant d'un autre, je n'insisterai pas, mais je ne te laisserai plus te faire du mal. Hugo semblait prendre la responsabilité de l'avenir de sa famille. Et c'était ainsi. En tout, Camille lui faisait confiance plus qu'à quiconque.
Hugo était son protecteur, tuteur, pourvoyeur. Elle pensait que ce serait toujours comme ça, mais les choses se sont passées différemment. Tout a commencé lorsqu'Hugo, un homme toujours plein de force et d'énergie, a commencé à se fatiguer facilement. Il rentrait du travail et allait directement au lit ou à la télé. Pour la plupart des gens, ce n'était pas inhabituel, mais pas pour Hugo. Il était toujours plein d'énergie, après le travail il réparait les choses ou emmenait Camille se promener. Il était toujours occupé, détestant l'oisiveté et la paresse. Puis, il a commencé à être encore plus fatigué. Je rentrais du travail pâle, essoufflé, complètement épuisé. Son appétit s'est détérioré, il a perdu du poids rapidement puis des bleus ont commencé à apparaître sur son corps sans raison apparente. Il faut voir un médecin, a insisté Camille. J'ai déjà pris rendez-vous avec un thérapeute, ne t'avise pas de le manquer, dit-elle. Merci, Hugo sourit. J'avais prévu d'y aller bientôt. Camille s'inquiétait pour son mari, mais était sûre qu'il ne se passait rien de grave. Elle pensait que les médecins diagnostiqueraient une carence en vitamines, prescriraient des vitamines, des promenades régulières, peut-être qu'ils iraient à la mer, se reposeraient et que tout irait bien. Mais ils n'étaient pas préparés au diagnostic. Il s'est avéré qu'Hugo souffrait d'une maladie sanguine auto-immune rare. Son corps fort était en train de s'effondrer. Le pire, c'est qu'il n'y avait pas de remède. Hugo s'est vu prescrire un traitement, mais le médecin a prévenu que les résultats seraient médiocres et inégaux. Il avait besoin de plus de tests. La vie de la jeune famille a radicalement changé. Tous les projets, espoirs et rêves sont soudainement devenus lointains et sans importance. Même l'incapacité de devenir parents semble désormais moins catastrophique. Les parents de Camille ont été horrifiés par le diagnostic de leur gendre. Son père a fait tout ce qu'il pouvait pour confier Hugo aux soins du docteur Martin. Camille pensait que Hugo serait désormais certainement guéri. Elle a même pleuré de soulagement lorsque son père l'a appelé pour lui annoncer la bonne nouvelle, mais il est vite devenu évident qu'il était trop tôt pour se réjouir. L'état de Hugo s'est aggravé. Il était constamment en congé de maladie et passait toute la journée à la maison. Il avait si peu de force qu'il ne pouvait même pas aider son ordinateur ou son lieu de travail. Mais Hugo reste optimiste, essayant toujours de faire des blagues, malgré son état. Ne vous inquiétez pas trop. Je n'ai presque jamais été malade étant enfant. J'ai un système immunitaire fort. Je m'en remettrai, dit-il. C'est le problème. Votre système immunitaire fort travaille en fait contre vous, soupira Camille. Bientôt, la maladie s'est intensifiée. Hugo a été hospitalisé. Camille pleurait la nuit dans son appartement vide. Ses parents lui ont suggéré d'emménager temporairement dans leur maison, mais elle a refusé. Elle dormait du côté du lit de Hugo. L'état de Hugo se détériorait rapidement au point qu'il ne pouvait plus sortir du lit. Une greffe de moelle osseuse était son seul espoir, une opération complexe et coûteuse. L'argent n'était pas un problème puisqu'Hugo avait réussi à économiser une somme substantielle, mais trouver un donneur compatible était un défi, voire presque impossible à l'époque. Lorsque l'opération a été initialement discutée, le docteur Martin a immédiatement proposé des tests de compatibilité pour tous les parents de sang d'Hugo. Les chances de trouver un donneur parmi les proches étaient élevées, un frère, une sœur ou des parents, s'ils étaient encore en vie, a expliqué le médecin. Hugo est orphelin, dit Camille d'une voix triste, il ne connaît pas ses proches. À ce moment-là, Camille regrettait profondément de ne pas pouvoir avoir son propre enfant. Peut-être qu'un fils ou une fille aurait été le salut de Hugo. La recherche d'un donneur a progressé très lentement. Plusieurs candidats étaient prêts à sauver un inconnu, mais aucun n'était compatible. L'espoir s'estompait. Camille s'essuya les yeux et regarda autour d'elle. La place de l'hôpital était déserte. Les larmes lui apportèrent un soulagement momentané. Elle était sur le point de partir, elle devait encore traverser la circulation nocturne pour rentrer chez elle. Pauvre Hugo, une voix féminine résonnait juste au coin de l'immeuble. Camille s'arrêta. D'une manière ou d'une autre, elle comprit immédiatement qu'il parlait de son mari. Elle regarda prudemment au coin de la rue.
2 employés de l'hôpital étaient assis sur un banc. Camille les reconnaissait, elle les voyait souvent à l'étage où se trouvait l'aile de Hugo. Les femmes d'âge moyen profitaient d'une pause après un quart de travail difficile, car elles occupaient toutes 2 des emplois exigeants. Absolument, je suis désolée pour lui, a convenu la 2e femme. C'est un jeune homme bon et gentil, mais il est clair qu'il ne restera pas là longtemps. Il s'affaiblit chaque jour. Les yeux de Camille se remplirent à nouveau de larmes. Elle était si proche de sortir de sa cachette et de perdre ses femmes pour avoir abandonné si facilement son mari. Elle s'appuya contre le mur pour se soutenir, la tête qui tournait. Ce soir-là, lorsque Camille rentra chez elle, elle était complètement épuisée. Elle s'est couchée, pour la première fois depuis longtemps, a eu un sommeil profond et réparateur. Elle a fait un rêve si vivant qu'à son réveil, elle a eu envie d'y retourner. Dans le rêve, il vivait dans une maison confortable et charmante dans une petite ville pittoresque. Dans son rêve, Camille se promenait dans une prairie verdoyante dans une jolie robe d'été, portant un panier rempli de pain, de beurre et de fruits. Au loin, il aperçut Hugo travaillant dans les champs, récoltant le foin. Puis, elle entendit une voix d'enfant derrière elle, « Maman, attends-moi ». Une fillette de 6 ans est sortie en courant de la maison vers Camille en riant. Elle portait un chapeau et une robe d'été, ses cheveux bruns rebondissant alors qu'elle traversait le terrain en courant. Hugo est apparu, la poursuivant d'un air espiègle. La fille rit plus fort et accéléra. Camille lui ouvrit les bras, lui criant de se dépêcher. La jeune fille courut dans les bras de Camille. Hugo les rejoignit pour essayer de les soulever, mais il trébucha et ils tombèrent tous dans l'herbe en riant. C'était un rêve si beau que Camille ne voulait pas le lâcher, mais elle avait eu le repos dont elle avait besoin, alors elle s'est réveillée. Pour la première fois depuis qu'elle a appris la grave maladie de son amant, Camille ressent un regain d'énergie. Le rêve lui avait remonté le moral, ne serait-ce que pour un instant. Elle attrapa quelques fruits et alla rendre visite à Hugo, qui était maintenant trop faible pour s'asseoir dans son lit, mais qui réussit quand même à l'accueillir avec un sourire et un clin d'œil. « Tu es particulièrement radieux aujourd'hui », remarqua Hugo en regardant sa femme. « Je suis juste de meilleure humeur », répondit Camille en s'asseyant à côté de lui en lui tenant doucement la main, qu'il serra faiblement en réponse. Elle avait hâte de partager son rêve avec lui, mais elle avait peur que cela soit trop accablant, alors elle a décidé de ne pas le lui dire. Pendant que Hugo s'endormait, Camille continuait de lui tenir la main, regardant son visage paisible tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. En sortant de l'hôpital à midi, Camille a ressenti le besoin d'aller se promener et de prendre l'air. Tandis qu'elle marchait, ses pensées se tournaient vers l'avenir incertain et vers la douloureuse réalisation qu'elle aurait peut-être des enfants avec son mari. Elle se souvenait de discussions passées sur les tentatives de conception et de ses commentaires légers sur les enfants dans les orphelinats. Soudain, elle s'arrêta, frappée par une idée soudaine. Un sentiment d'utilité l'enveloppa. Elle retourna rapidement à sa voiture et rentra chez elle. Une fois sur place, elle a immédiatement commencé à contacter plusieurs foyers pour enfants, expliquant sa situation urgente. Même s'il n'y avait pas beaucoup de maisons à proximité, l'une d'elles l'a invitée à un entretien. Camille est arrivée tardivement au foyer pour enfants, bien après que les enfants se soient couchés. Elle n'a eu la chance de rencontrer aucun d'entre eux. Le personnel lui a expliqué que le processus d'adoption prenait souvent du temps, souvent plusieurs mois, voire plusieurs années. Camille s'est déclarée prête à adopter n'importe quel enfant, soulignant son désir de devenir mère et que son mari fasse l'expérience de la paternité, même si ce n'est que pour une courte période. L'équipe, comprenant sa situation unique, a accepté d'accélérer le processus car elle n'avait aucune préférence particulière pour un enfant. Ils ont toutefois prévenu que cela prendrait encore quelques mois, au plus tôt. Camille accepta ces conditions. En marchant dans le couloir, elle remarqua que les enfants s'étaient réveillés et jouaient dehors. Son cœur se réchauffa à leur vue, mais alors qu'il s'approchait de la porte, ses yeux tombèrent sur une fille en particulier. La jeune fille ressemblait étrangement à l'enfant que Camille avait vu dans son rêve, la laissant momentanément abasourdie par un frisson inexplicable. Patrice, le responsable du foyer pour enfants, a remarqué le regard intense de Camille et lui a demandé «
ça va, Camille ?» Encore remise du choc, Camille avait du mal à trouver ses mots. Il regarda Patrice, ne comprenant presque pas la question. « Oh oui, tout va bien », répondit-il finalement. « Puis-je aller parler à cette petite fille là-bas » demanda-t-il en désignant l'enfant. Patrice, avec un sourire chaleureux, hocha la tête. Camille s'est adressée à la jeune fille, très impliquée dans le jeu avec ses poupées. En s'approchant, la jeune fille leva les yeux et salua Camille avec un sourire. Camille lui rendit le sourire et fit l'éloge de ses poupées. « Salut, chérie, j'adore les poupées », dit-il doucement. La jeune fille, rayonnante, s'est empressée de raconter à Camille chacune de ses poupées et l'histoire qu'elle avait imaginée pour elle, dont une dans laquelle une poupée se sentait triste parce que son amie partait. Patrice, le manager, est venu partager le parcours de la jeune fille avec Camille. C'est Emma. Sa mère luttait contre l'alcoolisme et la toxicomanie. Emma est donc avec nous depuis un moment. Les gens hésitent souvent à adopter des enfants dont les parents ont des problèmes de toxicomanie, a-t-il expliqué. Camille apprend qu'Emma a vu passer de nombreux enfants, mais que personne ne semble vouloir l'adopter. La tristesse d'Emma ne venait pas de sa propre situation, mais du départ de ses amis. Cette révélation a profondément touché Camille et Patrice a compris ce que pensait Camille. Le gérant lui a assuré qu'ils feraient tout leur possible pour accélérer le processus d'adoption. Dans les jours qui suivirent, le temps parut s'éterniser pour Camille. Elle attendait avec impatience l'appel qui allait changer sa vie, tout en imaginant le moment où elle surprendrait Hugo. Finalement, l'appel tant attendu arrive et Patrice invite Camille au foyer pour enfants. Remplie d'enthousiasme, Camille a ramassé des fleurs et une nouvelle poupée pour Emma et est rentrée chez elle, le cœur battant vite d'anticipation et de joie. En entrant dans le bâtiment lumineux et accueillant, ses yeux trouvèrent instantanément Emma, qui était assise tranquillement dans un coin, les mains doucement jointes. Emma leva les yeux, ses yeux brillants remplis d'un mélange de curiosité et de prudence. Ses cheveux bruns bouclés encadraient son visage de boucles douces et elle arborait un petit sourire excitant qui semblait porter des mots de désir et d'espoir. Camille s'accroupit au niveau d'Emma, lui offrant un sourire chaleureux et amical. « Salut Emma », dit-elle doucement. « Tu m'as tellement manqué, chérie. Tu te souviens qui je suis ?» Il a demandé doucement. Emma l'a senti répondre lentement. « Camille continue, que penses-tu de venir avec moi ? Nous pouvons aller au parc ou peut-être acheter une glace sur le chemin du retour. Qu'en penses-tu » À l'évocation de la glace, les yeux d'Emma s'illuminèrent de bonheur, un signe de joie compris par les enfants du monde entier. Elle se sentit timidement, son sourire gagnant un peu plus en confiance. Camille tendit la main, et après un bref instant, la petite main d'Emma se glissa dans la sienne, symbolisant une confiance silencieuse qui se formait entre elles. Alors que Camille quittait l'orphelinat, elle sentit l'étreinte d'Emma se resserrer un peu, signe silencieux de son enthousiasme mêlé de nervosité face à la nouvelle vie qui l'attendait. Camille expliqua gentiment à Emma qu'elle pouvait choisir de l'appeler maman ou simplement Camille, c'était entièrement sa décision. Emma répondit avec un sourire, mais resta silencieuse. Camille avait déjà parlé d'Hugo à Emma, elle savait donc que son nouveau père était malade. Pendant le voyage à l'hôpital, Camille et Emma ont parlé de plusieurs choses, et en seulement 1 heure, Camille s'est sentie comme la mère d'Emma puisque la conversation était facile et naturelle, approfondissant le lien entre elles. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Camille entra dans la chambre d'Hugo le cœur battant, un mélange de nervosité et d'espoir qui l'envahissait. Tenant doucement la main d'Emma, elle se dirigea vers le lit de Hugo. Il était allongé, affaibli, mais lorsqu'il ouvrit les yeux et aperçut Camille et la jeune fille, son expression se changea en confusion. « Camille, qui est-ce » demanda Hugo, sa voix faible plus épaisse de curiosité. Prenant une profonde inspiration et les émotions scintillant dans ses yeux, Camille les présenta. « Hugo, voici Emma, notre fille. »« Emma, je te présente Hugo, ton père, » dit-elle. Un air de surprise traversa le visage de Hugo, alors qu'il alternait son regard entre Camille et Emma, qui se tenaient timidement sur le côté, mais avec une lueur d'espoir dans les yeux.
La pièce resta silencieuse pendant un moment, remplie d'émerveillement et d'incertitude. Puis, le visage d'Hugo s'adoucit alors qu'il regardait Emma. « Bonjour Emma », dit-il doucement. « C'est formidable de vous rencontrer. » Emma, sentant la chaleur dans la voix de Hugo, sourit légèrement et fit un signe de la main. « Salut », répondit-elle à voix basse. Hugo se tourna vers Camille, les yeux pleins de larmes, un mélange de gratitude et d'admiration évident dans son regard. « Merci Camille. Merci d'avoir amené Emma », murmura-t-il. Alors que Hugo et Emma commençaient à parler timidement, Camille les observait, le cœur rempli d'un mélange complexe de sentiments. En voyant le début d'un lien entre son mari et leur nouvelle fille, elle éprouvait un espoir prudent pour ce qui allait arriver. Plus tard dans la journée, alors qu'ils rentraient chez eux, Emma était inhabituellement silencieuse. Inquiète, Camille lui demande si elle va bien. Après une pause, Emma parla enfin. « Il s'appelle Maël », murmura-t-il. Confuse, Camille a demandé « Qui est Maël, ma chérie ?» L'homme à l'hôpital, Hugo. « Il s'appelle Maël », répéta Emma, les yeux pleins de larmes, confuse. Camille, inquiète, a arrêté la voiture sur le bord de la route pour bien comprendre ce qu'Emma révélait. Camille expliqua gentiment à Emma, « Voici Hugo, mon mari et ton père. » « Mais il ressemble à Maël, oncle Maël, » répondit Emma. Cette révélation surprit Camille, lui remplissant l'esprit d'un flot de pensées. Quand ils sont rentrés à la maison, elle a fait visiter la maison à Emma, puis ils se sont installés. Camille essaya prudemment de poser des questions sur oncle Maël, mais remarquant le malaise d'Emma, elle changea rapidement de sujet. Ce soir-là, elle a préparé un dîner spécial pour Emma et est venue la chercher au lit. Incapable de contenir sa curiosité, Camille, malgré l'heure tardive, appelle le directeur de l'orphelinat. Patrice avait peu d'informations sur le passé d'Emma, mis à part le fait que ses parents avaient des problèmes d'alcool et qu'elle avait été amenée par un voisin ou quelqu'un de similaire. Camille a demandé les coordonnées ou l'adresse de Maël. Le lendemain, Camille s'est rendue dans une petite ville à quelques heures de route. Elle est arrivée à l'adresse indiquée et a trouvé une grande cour et un débarras de fortune à proximité. Prudemment, elle a sonné à la porte, mais il n'y a eu aucune réponse. Avec une certaine hésitation, elle poussa le portail et s'approcha du porche. La porte d'entrée était déverrouillée. Elle a frappé et une voix de l'intérieur a répondu « Entrez, vous ne voyez pas que la porte est ouverte ?» S'attendant à ce que le propriétaire de la maison attende un visiteur, Camille entra. La maison sentait le moisi et les meubles étaient usés et endommagés. Des objets aléatoires étaient éparpillés dans la pièce, une poupée battue avec de la peinture bleue sur le visage, des livres jaunis et gonflés et un vieux lecteur de cassettes. Malgré l'environnement délabré, la cuisine dégageait un agréable arôme de pommes de terre sautées et d'oignons, contrastant notablement avec le reste de la maison. Un homme apparut dans le couloir. Lorsqu'elle vit le visage de l'homme, Camille halta de surprise. Il avait exactement les mêmes traits que son mari Hugo, des yeux, des pommettes, la courbe de ses sourcils, la racine de ses cheveux et même un grain de beauté sur le cou identique. La similitude était frappante, mais il y avait des différences. Le mode de vie de cet homme semblait plus dur, ses yeux étaient rouges, ses rides étaient profondément gravées dans sa peau et son visage avait une barbe rugueuse et non taillée. Ses vêtements reflétaient son apparence usée, des pantalons de survêtement amples portés aux genoux et un débardeur en plaid délavé. « Qui es-tu » demanda le propriétaire de la maison, son ton n'était ni accusateur ni menaçant, juste curieux. Camille hésita. « Je ne sais pas par où commencer. Peut-être que cela aiderait d'abord à voir une photo de mon mari. » L'homme haussa les épaules sans engagement et s'approcha. La ressemblance avec Hugo était encore plus frappante de près. Camille se retrouva dévisagée, captivée. « Pouvez-vous me dire ce qui se passe ?» demanda-t-il sans détour. « C'est une histoire longue et complexe, » répondit Camille en souriant. « Eh bien, parlons pendant que nous mangeons des pommes de terre dans la cuisine, alors, suggéra-t-il. Il l'a accueillie chez lui comme si elle était une voisine ou une amie de longue date. Assise sur un tabouret dans la cuisine,
Camille a commencé à raconter son histoire. Au début, elle était nerveuse, ses mots s'éloignaient, mais Maëlle écoutait avec une attention concentrée, sans l'interrompre ni la questionner. Son expression restait neutre, mais Camille voyait que ses paroles le touchaient profondément. Pour conclure son histoire, elle a fait une pause avant de dire « En vous regardant maintenant, je doute que nous ayons besoin d'un test ADN. Vous et mon mari êtes incroyablement semblables. » Maëlle a examiné attentivement les photos sur le téléphone de Camille. « Saviez-vous qu'elle avait un frère ?» demanda Camille, la voix remplie d'espoir que cet homme était bien le parent d'Hugo, détenant potentiellement la clé pour le sauver d'une maladie mortelle. « Oui », répondit Maëlle en hochant lentement la tête, ses yeux brillants de larmes contenues et sa voix se brisant tandis qu'il parlait, « mais je n'aurais jamais imaginé le retrouver. » Maëlle s'arrêta un moment pour se ressaisir et commença à raconter son histoire. Au moment de ces événements fatidiques, il n'avait que 8 ans, mais il était déjà le seul homme de la famille, et ses demi-sœurs le rappelaient constamment. Les filles l'exploitaient, faisaient le ménage et même cuisinaient quand il avait 5 ou 6 ans. Il n'y avait pas de père dans la famille, sa mère Sophie ne se souvenait probablement même pas de qui était chacun de leurs pères. Elle a eu de nombreux amants. La vie était difficile pour Maëlle dans un tel environnement, avec sa mère toujours ivre et trop joyeuse, la foule constante de ses invités et l'oppression de ses sœurs aînées. Plus tard, les filles ont suivi les traces de leur mère. Que pouvait-on attendre d'autre des filles élevées dans une telle famille ? J'avais envie de m'enfuir, a avoué Maëlle. Je n'avais que 8 ans, mais je m'en souviens bien. J'ai pensé à construire une cabane dans la forêt, à y vivre en paix, à survivre grâce aux fruits et aux champignons, histoire de m'éloigner de tout cela. Puis j'ai découvert que notre mère attendait un autre enfant. Les enfants découvrent généralement l'arrivée d'un nouveau membre en remarquant le baby bump de Sophie. Où trouverons-nous de la place pour une bouche supplémentaire ? Sophie se lamentait assise dans la cuisine avec une cigarette. Nous sommes serrés comme nous le sommes et maintenant une autre personne à charge est apparue. Ce serait une chose s'il payait une prestation pour ses gamins, cela en vaudrait peut-être la peine, mais ce ne sont que de l'argent de poche. Je ne vais pas récupérer le nouveau-né à la maternité, je vais simplement écrire un refus et c'est tout, conclut la mère irresponsable. La peur que Maëlle ressentait à l'idée qu'un bébé soit laissé quelque part était intense. Il était sûr que sa mère était sur le point de lui donner un petit frère, un garçon. Ayant grandi parmi des sœurs, il en avait envie. Maëlle avait prévu d'enseigner à son petit frère toutes les choses viriles, pêcher, sculpter des figurines en bois avec un couteau, grimper aux arbres. Il se comprendrait comme personne d'autre. Maëlle ne ressentirait plus cette douloureuse solitude dans une maison pleine de monde. « Maman, s'il te plaît, ne quitte pas le bébé », suppliait Maëlle toujours et tous les jours. Quand Sophie était de bonne humeur, elle en riait et en plaisantait, quand il était de mauvaise humeur, elle pouvait le gronder pour sa persévérance. Au bout d'un certain temps, Sophie est rentrée chez elle plus mince et plus fraîche, après une semaine sans alcool et sans rien emporter avec elle. Maëlle regarda sa mère et sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait finalement quitté son frère, le garçon serait envoyé dans un orphelinat ou chez de bonnes personnes, sans jamais savoir qu'il avait d'un frère qui rêvait de lui et l'attendait avec tant d'impatience. Maëlle a pleuré. Ainsi se sont écoulées des années de douleur, de désespoir et d'impuissance. Sophie perd la garde des enfants et ils sont envoyés dans différents orphelinats. Maëlle aimait l'orphelinat, la literie propre, la bonne nourriture, les soins des adultes. Le temps a passé, et Maëlle a quitté l'orphelinat. À ce moment-là, sa mère était déjà décédée et ses sœurs étaient dispersées. Il est retourné dans leur ancienne maison, partiellement détériorée et vide. Maëlle a sincèrement essayé de se construire une nouvelle vie, mais a échoué. Il n'a pas pu trouver de travail en raison d'un manque d'éducation et a commencé à travailler temporairement. Au village, arrachant les mauvaises herbes et jetant du bois de chauffage, Camille écoutait attentivement Maëlle raconter son histoire émouvante, les yeux remplis de larmes. Elle s'est sentie profondément émue par les difficultés auxquelles Maëlle était confrontée. Cependant, Maëlle n'avait aucune idée du rôle central qu'Emma jouait pour rassembler tout le monde. Un secret que Camille était sur le point de révéler. Camille commença doucement,
Je suis ici à cause de quelqu'un que tu connais. » Les yeux de Maël s'écarquillèrent d'impatience, incitant Camille à en révéler davantage sur Emma. Il avait l'air anxieux et plein d'espoir. Camille a poursuivi, « Hugo et moi avons toujours voulu des enfants, mais nous ne pouvions pas avoir les nôtres, alors nous avons décidé d'adopter un enfant. » Au fil de ses paroles, Maël commença peu à peu à comprendre la situation, les larmes coulant sur son visage. Il était ravi de découvrir qu'Emma, après tant d'épreuves, avait trouvé un foyer aimant. Laissant à Maël un moment pour gérer ses émotions, Camille attendit qu'il se ressaisisse. Ensuite, Maël a partagé sa propre histoire, pleine de douleurs et de défis. « Ma mère a eu de nombreux enfants et au fil du temps, ils ont tous suivi des chemins différents. Je n'avais aucune idée de l'endroit où ils aboutissaient, » expliqua Maël. « Il y a 4 ans, Nathalie, qui ressemblait tellement à notre mère, est entrée dans ma vie de façon inattendue. Elle adorait boire et faire la fête. Emma n'avait alors que 2 ans et Nathalie n'avait visiblement aucune envie de s'occuper d'elle. Je soupçonnais que Nathalie envisageait de laisser Emma avec moi et de disparaître, ce qu'elle a finalement fait, probablement avec son petit ami. J'ai essayé autant que possible de prendre soin d'Emma. J'étais vraiment triste qu'Emma s'occuper d'elle soit le seul choix que j'avais. » Camille, émue et reconnaissante, a emmené Maël au laboratoire pour les analyses nécessaires à cette procédure complexe. Une fois terminée, Maël demanda anxieusement s'il pourrait enfin rencontrer son frère. Il a prononcé le mot frère avec chaleur et espoir, reflétant le profond voyage émotionnel qu'il traversait ce matin-là. Hugo se sentait un peu mieux grâce à ses nouveaux médicaments de survie. Son visage s'éclaira d'un sourire lorsqu'il vit sa femme. « Tu es là tôt aujourd'hui ?» salua Hugo Camille. « Hugo, j'ai des nouvelles incroyables pour toi. » « Je ne sais même pas par où commencer, » dit Camille, sa voix portant une douce mélodie d'espoir. « Il y a quelqu'un ici qui veut vous rencontrer. » Maël se tenait hésitant dans l'embrasure de la porte, son cœur battant la chamade avec un mélange de citation et de nervosité, une vie de questions inexprimées visible dans ses yeux. « Bonjour Hugo, commença Maël, la voix tremblante d'émotions mitigées. « Je m'appelle Maël, ton frère. » La pièce tomba dans un profond silence, rempli d'années d'histoire et d'émotions inédites. Hugo regarda Maël, leurs regards se croisant dans un instant rempli d'émotions complexes. « Mon frère » murmura doucement Hugo, un mélange d'incrédulité et d'émerveillement dans la voix. « Je n'ai jamais su. J'ai passé ma vie à me demander qui tu étais et maintenant nous sommes là. » Les yeux des frères seront également connectés, formant un lien silencieux à travers leur héritage commun et leurs années de séparation. Les yeux d'Hugo, brillants de larmes, de choc, de curiosité et d'un nouveau sentiment de connexion tourbillonnaient en lui toutes ces années, murmura-t-il doucement. « Je pensais que j'étais seul, sans personne au monde. » Lentement, Hugo tendit la main, tremblant alors qu'il rapprochait la distance de sa vie. Il serra doucement Maël dans ses bras, qui lui murmura d'un ton rassurant, « Tu n'es plus seul. Je suis là maintenant. Nous avons perdu beaucoup de temps, mais je suis là. » Hugo lui rendit son étreinte, un échange silencieux d'histoire, de tristesse et d'espoir passant entre eux. Camille sortit discrètement dans le couloir, les laissant seuls. Elle a compris qu'ils avaient besoin de ce temps privé pour parler et en apprendre davantage l'un sur l'autre. En leur accordant cet espace, Camille a montré son respect et son soutien pour leur nouvelle connexion. À son retour, ils discutèrent longuement. Camille a exprimé son désir d'avoir des enfants, réalisant ainsi ses rêves et ceux d'Hugo. Elle se souvient de la veille, quand ils ont décidé d'adopter et comment Émilie les a tous réunis. Hugo a été surpris par ces histoires et tout le monde sentait que ce serait à ce moment-là. Après avoir quitté l'hôpital, Camille a mentionné qu'elle viendrait chercher Émilie à l'école. Elle se dirigea vers la voiture en s'attendant à ce que Maël la suive, mais il hésita, perturbé par ses actes passés. Maël regrettait d'avoir laissé Émilie au foyer pour enfants et souhaitait pouvoir oublier ce moment douloureux. Camille s'approcha avec le sourire, comprenant ses sentiments. Elle le rassura en lui disant que leur décision, bien que difficile, les conduisit à leur bonheur actuel. Maël réfléchissait aux propos de Camille,
espérant qu'Émilie lui pardonnerait. Le lendemain, à l'école, le cœur de Maël bat la chamade en voyant partir Émilie, aujourd'hui âgée de 9 ans. Elle n'était plus la petite enfant dont il se souvenait. Excité, il l'a appelée. Émilie, le reconnaissant, demanda, dans un mélange d'émotions, à oncle Maël. Maël a pleuré en s'excusant, expliquant que sa décision était pour son propre bien. Émilie, compréhensif, se mit à pleurer, libérant des années d'émotions accumulées. Pour la première fois depuis leur séparation, ils partageaient un lien émotionnel profond, reflétant leur douleur commune et leur désir de réconciliation. Camille ne pouvait contenir sa joie. Elle sauta sur le canapé du salon, son rire résonnant dans toute la maison. C'est une combinaison, chantait-elle en virevoltant avec une énergie qui faisait trembler les rideaux. Le docteur Martin a appelé ce matin-là avec des nouvelles passionnantes. Camille, tu as de fantastiques nouvelles. Maël est un parfait donneur pour Hugo. L'opération chirurgicale qui a vu Hugo a été complexe et tendue, mais finalement réussie. Au cours des semaines passées par Hugo à l'hôpital, Maël est devenu un visiteur régulier. Chaque fois qu'il venait, il apportait avec lui un morceau de forêt, des baies sauvages, des champignons de terre et des histoires qui donnaient vie à la salle stéréo de l'hôpital de Hugo. « Où as-tu trouvé ces choses ?» demanda un jour Hugo en tenant avec fascination un champignon particulièrement gros. « Ah, juste un petit endroit secret que je connais, » répondit Maël, les yeux brillants d'un sentiment de mystère. « Les trésors de la nature rien que pour vous. » Le rétablissement d'Hugo à la maison a été progressif mais régulier. Les visites de Maël étaient un moment fort, non seulement à cause des cadeaux, mais aussi à cause de sa présence. Ils s'asseyaient souvent ensemble et parlaient de tout. « Je te dois la vie », dit Hugo un de ces soirs, la voix pleine d'émotion. Maël secoua la tête avec un doux sourire sur le visage. « Tu ne me dois rien, Hugo. C'est ce que fait la famille. » Alors que Hugo reprenait des forces, l'une de ses premières motivations fut d'aider Maël à se rapprocher. Camille, toujours pragmatique, suggère « Pourquoi ne pas chercher une maison plus grande qui nous accueillera confortablement ?» Cette idée est devenue réalité et bientôt ils ont vécu ensemble sous le même toit. Camille a assumé son rôle de mère naturellement, prenant soin d'Emma avec un amour palpable. « Que penses-tu de cette robe, Emma ?» demanda-t-elle en brandissant des vêtements colorés qui faisaient toujours sourire la jeune fille. Hugo trouvait également de la joie à passer du temps avec Emma, l'aidant souvent à faire ses devoirs ou l'emmenant au parc. Prêt à maîtriser ses patins ? Il demanderait, et ses hochements de tête enthousiastes étaient tout ce dont Emma avait besoin. Lorsqu'Hugo a aidé Maël à trouver un emploi dans son entreprise, il est devenu évident que le talent technique de Maël était un joyau caché. « Tu as un don naturel, Maël », dit Hugo en lui tapotant le dos après un projet particulièrement réussi. Le fait de vivre ensemble donnait un rythme à leur vie, une harmonie qui résonnait d'amour et d'entraide. Maël, qui aspirait autrefois à l'appartenance, l'a trouvé dans cette famille. « Je n'aurais jamais cru qu'une famille pouvait être ainsi », a-t-il déclaré un soir, alors qu'ils étaient tous assis dans le salon, une mosaïque de rires et d'histoires partagées. « La famille, c'est ce qu'on en fait », a répondu Camille, sa main tendue pour tenir la sienne, et nous avons fait quelque chose de beau. Une fois Hugo complètement rétabli, leurs vies se sont épanouies avec des aventures partagées. Ils se sont liés lors de sorties de pêche, où l'eau scintillait au soleil, et d'excursions de chasse à travers la forêt vibrante et murmurante. Leurs rires et leurs histoires remplissaient l'air, tissant une tapisserie de souvenirs heureux. 6 mois après le début de ce nouveau chapitre, une délicieuse surprise attendait Maël un soir en quittant le bureau. Il trouva Hugo, Camille et Emma qui l'attendaient avec des sourires radieux. « Nous partons pour un petit voyage », annonça Camille, les yeux brillants de mystère. Alors qu'il quittait la ville, la curiosité de Maël se transforma en inquiétude. « N'allons-nous pas là où je pense que nous sommes ?» a-t-il demandé, repérant des points de repère familiers menant à son ancienne ville. « Ne vous inquiétez pas », dit Hugo en posant une main réconfortante sur son épaule. Lorsqu'ils arrivèrent dans son ancien quartier, Maël se prépara à voir un endroit négligé. Au lieu de cela, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité.
Devant lui se trouvait sa maison familiale, mais pas telle qu'il s'en souvenait. Il a été complètement transformé, ses murs fraîchement repeints et le jardin fleuri de fleurs éclatantes. Camille et Hugo échangèrent un regard fier et excité. « Nous ne pouvions pas te laisser vendre cet endroit, » dit gentiment Camille, surtout après avoir découvert pourquoi tu le voulais. Maëlle entra, chaque pièce révélant des touches soignées d'amour et de considération. Le salon autrefois terne rayonnait désormais de chaleur avec des meubles confortables et des photos encadrées capturant des moments de leur nouvelle vie de famille. « Je n'arrive pas à croire ça, » dit Maëlle avec émotion, son cœur se dilatant d'un mélange d'émotions. Des larmes, mélange de gratitude et de joie, coulaient sur ses joues. Ce soir-là, ils se sont réunis autour d'une table agrémentée d'un festin fait maison, la maison résonnant de rires et d'histoires. Ils décidèrent alors d'en faire une nouvelle tradition, rentrant chez eux les week-ends et les jours fériés pour continuer à construire leur avenir commun dans ce lieu qui symbolisait des espaces renouvelés et des rêves collectifs. À l'approche de l'hiver, ils ont célébré leur premier Noël dans la maison rénovée, le sapin orné de lumière et d'ornements faits à la main étant un symbole de leur voyage commun. Des cadeaux étaient échangés, mais le plus grand cadeau qu'ils appréciaient était d'être ensemble. L'histoire de Maëlle, marquée par l'abandon et la lutte, contraste fortement avec la réalité que Camille, Hugo et Emma construisent ensemble. L'union des deux histoires de vie à travers Emma illustre comment les gens peuvent trouver famille et rédemption dans des endroits inattendus. La présence de Maëlle dans la vie de Hugo offre non seulement une chance de guérir la maladie de Hugo, mais symbolise également la guérison émotionnelle après des années de séparation et de douleur. Le message central est clair. La famille ne se construit pas seulement par les liens du sang, mais aussi par des liens d'amour, de compréhension et de soutien mutuel. Le parcours des personnages renforce le fait que, malgré l'adversité, il est possible de créer un avenir plein d'amour et d'espoir. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre avis ici dans les commentaires, et bien sûr, laissez votre like et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Un gros câlin et à bientôt. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner. Jusqu'à la prochaine.